Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui, franchement, secoue un peu. Ça s'appelle Le Manifeste public du savoir au XXIe siècle. Et ça démarre très fort. L'idée centrale, c'est que malgré nos apparences de modernité, on vivrait en fait dans un modernisme archaïque. Oui, une sorte de Moyen-Âge technologique, c'est un peu ça l'image. Exactement. Et du coup, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce concept, de voir ce qu'il y a derrière. Le texte nous met d'ailleurs face à un choix assez brutal, je cite, « Savoir au XXIe siècle, comprendre pour vivre ou manipuler pour dominer ». C'est tout à fait ça. Et pour l'auteur, la réponse est claire. Notre époque, elle a choisi la manipulation. Le manifeste, il pose un diagnostic assez sombre d'une crise de civilisation qui reposerait sur 4 grands mensonges, 4 dénis. D'accord. Ce sont eux qui structureraient notre vision du monde sans même qu'on s'en aperçoive. Donc on va commencer par là, par le diagnostic, et ensuite on verra la solution qu'il propose. Parfait, alors allons-y. Le premier déni, c'est le déni de temporalité. Le texte dit qu'on est obsédé par l'instantanéité, l'accélération, on veut tout de suite. Oui. Et en faisant ça, on effacerait des notions comme la durée, la mémoire, l'héritage, la transmission. Bon, ça on l'entend souvent, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça mène à une idée un peu folle qui s'est installée partout. Les conséquences n'ont pas de conséquences. Ah oui, c'est fort ça. C'est très fort. Pense à la culture de certaines startups de la tech. La croissance à tout prix. On lève des millions, on les brûle pour avoir des utilisateurs le plus vite possible et on se fiche de la durabilité, de l'impact social. C'est l'incarnation parfaite de cette action dans l'instant où le long terme, c'est un problème pour plus tard. C'est une sorte d'amnésie collective organisée en fait. C'est ça. Le futur devient juste un espace d'optimisation technique complètement déconnecté de l'héritage humain. C'est vertigineux. Et j'imagine que si on efface le temps, l'étape suivante, c'est d'effacer ce qui vit dans le temps, l'humain. C'est exactement la transition. Le deuxième pilier, c'est le déni d'humanité. Et là, le texte était sans pitié. Il dit qu'on a remplacé l'humain par des étiquettes. Lesquelles? L'utilisateur, le consommateur, le producteur, l'optimisable. On ne voit plus des personnes, mais des profils, des cibles marketing. Des ressources humaines. Voilà. Et du coup, on oublie ce qui nous définit. La vulnérabilité, la relation, la dignité, la fragilité. Le manifeste s'en prend même au transhumanisme. Mais attends, un défenseur du transhumanisme, il dirait pas que c'est au contraire une célébration du potentiel humain? Si, bien sûr. Et c'est là que la critique est intéressante. Le manifeste ne dit pas que vouloir améliorer la condition humaine est une mauvaise chose. Il dit que le transhumanisme, en tout cas sa version dominante, Oui. ne cherche pas à améliorer l'humain réel avec ses fragilités. Il cherche à le remplacer par un humain théorique, un concept abstrait, parfaitement marchandisable. Un produit à mettre à jour comme une appli? C'est l'idée. La phrase clé, c'est « L'humanité n'est pas un défaut à corriger, mais une condition à comprendre ». C'est un refus total de voir notre condition mortelle comme un bug à éliminer. Et cette manie de tout réduire à une fonction, une donnée, ça vient pas d'une incapacité à gérer la complexité du réel. Ça m'amène au troisième déni, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. Le troisième, c'est le déni de complexité. L'idée, c'est qu'on a renoncé à penser le monde dans ses interconnexions. On préfère le fragmenter, le découper en petits morceaux. Plus facile à gérer? Voilà. Et pour ça, on utilise 4 outils. Division, dichotomie, manichéisme et antagonisme. Et le texte pointe une confusion majeure qu'on fait tous les jours entre le systémique et le systématique. D'accord, là il faut que tu m'expliques la différence. Ça a l'air un peu technique, mais je sens que c'est crucial. C'est la clé. C'est simple en fait. Imagine la différence entre suivre une recette de cuisine et gérer un jardin. D'accord. La recette, c'est systématique. C'est une procédure. Tu suis les étapes A, B, C et tu auras toujours le même gâteau. C'est mécanique. Ok. Le jardin, lui, il est systémique. Tu peux faire les mêmes gestes, mais la météo, les insectes, le sol, tout interagit de manière imprévisible. Le tout est plus que la somme des parties. Ah oui, je vois très bien. Et le manifeste nous dit qu'on essaye de gérer le jardin du monde, l'écologie, l'économie, comme une simple recette de cuisine. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Exactement. On ignore les relations. C'est pour ça que le texte affirme « La complexité n'est pas un obstacle. Elle est la structure du réel. » Cette analogie est géniale. On voit ça tous les jours dans le débat public, non? Ah bah oui. On nous propose des solutions simples à des problèmes incroyablement systémiques. Et si on dit, attendez, c'est plus compliqué, on passe pour un rabat-joie. C'est ça. La complexité est vue comme un défaut. Et ça nous amène au dernier clou du cercueil.
Le quatrième déni. Le déni de responsabilité. La formule du manifeste est glaçante, je trouve. Un monde où tout est possible, rien n'est imputable. Et il explique comment on y arrive. La technique permet d'agir sans comprendre. La rationalité économique de décider sans penser et la procédure administrative d'exécuter sans répondre de ses actes. Personne n'est responsable à la fin. Personne. Si tu connectes les 4 dénis, le tableau est complet. L'action est coupée du temps, de l'humain, du contexte et finalement de son auteur. C'est une matrice invisible qui produit de l'irresponsabilité. C'est un diagnostic au scalpel. Et si c'est vrai, ça pose une question terrifiante sur la connaissance. Qu'est-ce qu'on fabrique comme savoir dans un monde pareil ? La conclusion est logique et brutale. Le savoir moderne ne vise plus la compréhension, il vise la manipulation. Manipuler. Oui. Le but n'est plus de relier, mais de contrôler. Et ce savoir serait porté par ce que l'auteur appelle la doxa plutocrato-technoscientiste. Waouh, celui-là, il faut le dire 3 fois vite. Ça veut dire quoi, ce mot barbare ? C'est un mot compliqué pour une idée assez simple, en fait. Plutocratos, c'est le pouvoir des riches. Ok. Technoscientifiste, celui des experts de la tech. Donc c'est l'idée que notre vision du monde est façonnée par une alliance entre les géants de la tech et les plus fortunés. L'idéologie de la Silicon Valley qui devient la norme, en gros. C'est ça. Tout ce qui a de la valeur doit être mesurable, calculable, manipulable, exploitable. Et dans cette vision-là, la pensée complexe, la nuance, c'est pas juste inutile, c'est subversif. D'accord. Le tableau est très noir. Mais heureusement, le manifeste ne s'arrête pas là. Après ce grand démontage, il essaye de reconstruire. Il lance un appel à une renaissance de la pensée et propose une sorte de boussole en 4 lettres, ODEA. Oui, et ce n'est pas juste un slogan, il le présente comme une véritable architecture conceptuelle pour bâtir un nouveau savoir. ODEA, ça veut dire ontologie, déontologie, éthique, altérité. Et chaque mot est une réponse directe à l'un des dénis. Bon, alors décortiquons cette architecture. On commence par le O pour ontologie. Le texte insiste sur une distinction qui a l'air subtile. Il dit que le mot vient du participe présent étant et pas de l'infinitif être. Concrètement, ça change quoi pour nous, cette leçon de grec ancien ? Ça change absolument tout. L'ontologie de l'être, celle qui domine notre pensée, c'est celle de l'individu abstrait, souverain. Le maître et possesseur de la nature. Exactement. Le sujet qui se pense en dehors du monde pour mieux le dominer. L'ontologie de l'étant, elle, c'est l'inverse. L'étant, c'est ce qui est, ici et maintenant, mais toujours en train d'être, toujours pris dans un réseau de relations. C'est l'être situé, interdépendant. Ah oui, je vois. C'est la différence entre voir un lion dans un zoo, comme un objet, et le voir dans la savane, comme un nœud dans un écosystème. C'est passer d'une posture de domination à une posture d'habitation. C'est une révolution du regard. Et si on change notre regard, j'imagine que nos règles du jeu doivent changer aussi. C'est ça le D pour déontologie. Précisément, le texte oppose la déontologie actuelle, qu'il qualifie d'affairiste, c'est-à-dire en gros des règles faites pour protéger les intérêts des entreprises, des puissants. Et il propose à la place une déontologie sociétale. Ses fondements seraient le bien commun, la justice, la solidarité, la préservation du vivant. L'idée, ce serait de créer des codes de conduite, un serment d'Hippocrate pour les ingénieurs, les économistes. pour qu'ils s'engagent envers la société, et pas seulement leurs actionnaires. Voilà, pour protéger les vulnérables et non les puissants. Ce qui nous amène logiquement au I pour éthique. Le manifeste dit que l'éthique de la performance a tout écrasé. Et pour la remplacer, il revient à un classique, ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse. Ça peut sonner un peu bateau, non ? C'est la règle d'or qu'on apprend à l'école. C'est vrai, mais le texte lui donne une portée beaucoup plus profonde. Ce n'est pas juste un principe moral à afficher. Il le décrit comme une structure relationnelle, une politique de la dignité. D'accord. C'est l'antithèse de la logique qui traite tout le monde, un employé, un client, un écosystème, comme un moyen, une ressource à optimiser. Une éthique de la réciprocité, elle forcerait à considérer l'autre comme une fin en soi. Comme pour les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple ? C'est un excellent exemple. Leur éthique est utilitariste, maximiser l'engagement. Une éthique de la réciprocité demanderait de concevoir des algorithmes qui respectent la dignité de l'utilisateur. C'est un changement de paradigme complet. Et on termine avec le A pour altérité. Là, l'accusation est que la modernité a été un rouleau compresseur qui a tout uniformisé. Oui, les cultures, les espèces, les manières de penser. Tout ça écrasé par un modèle unique,
l'humain occidental, rationnel, productif. Et donc l'architecture ODA se conclut sur la célébration de la diversité des êtres, des cultures et des mondes. L'autre, le différent, n'est plus une anomalie à corriger, mais la condition même de la richesse du monde. Comme la diversité dans le jardin systémique? C'est exactement ça. La monoculture est efficace à court terme, mais très fragile. Et c'est là qu'on voit que les 4 piliers se tiennent. Ce n'est pas un simple vernis moral, c'est bien une proposition de révolution civilisationnelle. La proposition est immense, c'est le moins qu'on puisse dire. Au final, ce manifeste nous place vraiment à la croisée des chemins. La conclusion résume ça en une série de choix. Comprendre ou manipuler, relier ou découper, habiter ou dominer, et, le plus troublant, être humain ou devenir machine. Les auteurs ont clairement choisi leur camp. Celui de la compréhension, de la complexité et de l'humain. C'est un cadre de pensée magnifique, presque intimidant. Mais ça soulève une question, pour nous ici et maintenant. Laquelle? Cette grande architecture, l'ODEA, comment est-ce qu'elle peut s'incarner dans nos vies? Quelle est la plus petite décision, la plus petite conversation où l'on pourrait choisir la logique du jardin plutôt que celle de la recette? Choisir la relation plutôt que l'optimisation. La véritable révolution, celle qui peut vraiment changer les choses, mais dans la manière dont on choisit d'être présent au monde, là, tout de suite.